Oui. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, une petite présentation inaugurale. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre hommage à Régine Deforges à l'occasion des 10 ans de sa disparition, sachant que cette rencontre de cet après-midi s'inscrit dans la continuité d'une autre rencontre qui a eu lieu en 2009, également dans le cadre de l'Université populaire de Caen, avec Régine Deforges présente et Julien Sandre. Alors, cette rencontre hommage s'inscrit aussi en référence à une actualité, puisque l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, l'IMEC, qui est situé à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, a accueilli en 2021 les archives de Régine Deforges, qui sont actuellement en cours de traitement. Donc il y a un fonds désormais, Régine Deforges, à l'IMEC. Ce qui marque l'importance aussi de Régine Deforges dans l'histoire littéraire contemporaine, ce qui est une forme de reconnaissance de son importance dans l'histoire littéraire contemporaine. Alors ce fonds comprend des manuscrits, le manuscrit de la bicyclette bleue, celui du cahier volé, de la correspondance, des documents aussi judiciaires, des dossiers de presse. Je n'en sais pas davantage puisque pour l'instant les archives ne sont pas accessibles à la consultation et pas encore aussi à l'activité de recherche. Et nul doute qu'un certain nombre de chercheurs et de chercheuses feront tout leur miel de ces archives qui seront bientôt, je pense, disponibles. Alors pour commencer, une petite lecture inaugurale. C'est une fille, une belle petite fille de 3 kg 600. Elle a un petit duvet brun sur la tête. Sa peau est la plus douce du monde. Ses grands yeux sont gris-bleu, son nez est largement épaté, ses oreilles ressemblent à des coquillages et ses mains minuscules s'agrippent aux miennes. J'ai désiré commencer avec cet extrait des mémoires de Régine Deforges, dans la mesure où cette rencontre, aujourd'hui, comporte aussi une dimension affective. Et je trouve que ce passage est très beau et rend compte de l'amour inconditionnel que portait votre maman pour vous, puisqu'il s'agit de Camille Deforges. Camille, merci d'être là pour rendre hommage à votre maman, dont le nom dont la bicyclette bleue, qu'il a fait connaître comme grande romancière populaire, donne son nom à votre librairie qui s'appelle La bicyclette bleue à Paris. Vous êtes le deuxième enfant de Régine Deforges. Vous êtes également la fille de Jean-Jacques Pauvert, avec lequel j'ai eu également la chance non pas de le rencontrer, mais de correspondre dans le cadre de mes travaux de recherche. Jean-Jacques Pauvert, éditeur d'Ifrondeur dans les années 50, qui a osé publier au grand jour les œuvres complètes du marquis de Sade, entre autres. En pleine censure officielle, il a osé publier au grand jour, officiellement, donc des œuvres qualifiées tantôt d'érotiques, tantôt pornographiques. Il a qualifié d'ailleurs plus tard dans son anthologie de lectures érotiques pour bien marquer le fait que c'est aussi une question de réception et que l'étiquette d'érotique ou de pornographique est aussi variable en fonction du seuil de tolérance de chacun et de chacune. Votre père, Jean-Jacques Pauvert, a disparu la même année que votre maman, en 2014, quelques mois après. Alors, sur cette photo suivante, nous voyons votre sœur, Léa, qui est la fille de Régine Deforges et du dessinateur Viaz, et Frank Spengler, éditeur. Ce que j'affectionne tout particulièrement chez Régine Deforges, et nous en parlerons, c'est cette force du combat, cette combativité conjuguée à une grande sensibilité. C'est ça qu'on retient souvent la femme combative, la femme forte, la femme courageuse, mais on a tendance parfois à occulter sa sensibilité, ses doutes, ses angoisses que l'on trouve dans ses mémoires. Et ce que j'aime notamment chez elle, c'est cette force du combat conjuguée donc à cette capacité à ressentir très fortement, émotionnellement, charnellement,
les plaisirs, les difficultés de ce qu'elle a traversé avec énormément de courage, ce côté jusqu'au boutiste dans ses combats, elle ne lâchait rien, mais aussi dans ses recherches documentaires, où elle est allée jusqu'au bout pour documenter notamment son cycle romanesque inauguré par la bicyclette bleue. Régine Deforges était une personnalité pleinement libre, qui selon moi est allée jusqu'au bout d'elle-même, jusqu'au bout de toutes ses facultés, de tous ses talents. Alors nous avons aussi le plaisir d'accueillir Julien Sandre, écrivain, récemment l'auteur d'une biographie de référence sur Raymond Radiguet. Le jeune homme des années folles disparu trop tôt, à l'âge de 20 ans. Julien, vous habitez dans le Perche, dans un magnifique village considéré selon les gazettes du net comme un village bobo. J'ai vérifié les sources. Mais pour les amateurs éclairés que nous sommes, comme un repère d'artistes, d'intellectuels, dans une région de langue que vous aimez, à laquelle vous avez consacré un ouvrage, comme le montre cette photo située à gauche. Vous avez été distingué par Frédéric Mitterrand en raison de votre engagement culturel, de votre investissement local, qui fait que vous êtes surnommé l'ambassadeur du Perche par les habitants et les habitantes. Vous êtes également l'auteur d'ouvrages sur Chantal Thomas, vous êtes l'auteur d'un ouvrage Le Pays Perche et également Le Désir de Retz, qui vous a fait connaître, il me semble, de Frédéric Mitterrand. De François Mitterrand. De François Mitterrand. D'accord. Mais vous étiez également proche de Frédéric Mitterrand. Au centre, nous avons ce texte dont le titre renvoie au titre d'un poème qui a tellement senti le soufre, si je puis dire, que vous avez fait l'objet, vous aussi, d'un certain nombre de poursuites judiciaires que je vous laisserai éventuellement développer si vous le souhaitez. En effet, après avoir adressé le texte à la splendeur abandonnée, à une revue belge intitulée L'Espoir, vous avez, comme Régine Deforges, été poursuivie, même plus que cela, et vous nous en parlerez si vous le souhaitez. De nombreuses personnalités du monde littéraire se sont alors élevées contre cette atteinte à la liberté d'expression, parmi lesquelles Maurice Blanchot, Gilles Deleuze, Marguerite Duras, avec laquelle vous avez eu un entretien qui figure à la fin de la splendeur abandonnée. Également André-Pierre de Mandiac aussi se sont mobilisés. Homme également fondamentalement libre, vous éprouvez une affection profonde, constante pour Régine Deforges. Vous faites partie du jury du prix que ses enfants ont créé en 2015 et dont c'est la 9e édition, il me semble, cette année, si mes comptes sont bons. Et vous êtes également le président de la Maison des écrivains et de la littérature, dont j'ai le plaisir et l'honneur d'être membre. Vous avez co-dirigé également le documentaire Amoureuse et rebelle consacré à Régine Deforges. Alors, dans un premier temps, nous allons commencer par les apprentissages, avec une lecture inaugurale par Clara Benoît, que je remercie d'être ma lectrice aujourd'hui. Cette personne hagarde, sans âge, aux narines pincées et blanches, aux lèvres pâles et serrées, laide, ce ne peut pas être moi. J'ai l'air de sortir d'une mauvaise tragédie. J'y entre, et je ne le sais pas encore, mais mon corps l'a deviné, lui, et il tremble. Je ne sais pas que les jours qui vont suivre seront pour moi déterminants et me laisseront à jamais une blessure que rien ne pourra refermer, que je vais perdre en quelques heures mon enfance, mes amis, mes croyances, que je connaîtrai la lâcheté, la méchanceté des gens qui, cependant, m'ont vu grandir, que pas une seule fois, au cours de ces jours et des mois qui vont suivre, je ne rencontrerai l'intelligence, l'indulgence, la bonté. Que mise à l'écart comme une criminelle, je devrais abandonner moralement, survivre. Que la peine à laquelle ils vont tacitement me condamner sera la plus dure que l'on puisse infliger à une fille de 15 ans. Que je chercherai à me réfugier dans la mort, mais que ne la trouvant pas assez vengeresse, je rechercherai le scandale. Qu'ils vont me condamner à l'exception, m'exclure de la grande famille, qu'ils s'écarteront de moi comme autrefois du lépreux, qu'ils me couvriront d'injures, me lanceront des pierres,
me gifleront au coin des rues, leurs gamins gambadant autour de moi en criant « Tigresse, oh la tigresse !» Et que leur mère, tirant mes cheveux, me traiteront de putain, que mon père, ma mère, mes oncles et mes tantes, les cousins, les cousines, tous me rejetteront, que pas un seul n'essaiera de comprendre, ni même il me parlera, que je serai seule. Seule. Je le sens, je ne sais pas encore. Je m'effondre devant le lavabo, appelant Dieu à mon secours, mais lui aussi m'abandonne. Dieu est mort pour moi. Dans ses mémoires, l'enfant du 15 août, Régine Deforges, évoque le traumatisme qu'elle a subi à l'âge de 15 ans. Elle était amoureuse d'une jeune fille de son âge, prénommée Manon, et comme toute jeune fille, comme la majorité des jeunes filles, elle écrivait ce qu'elle vivait, ce qu'elle ressentait, ce qu'elle éprouvait dans des cahiers intimes. Donc elle a raconté son amour pour une jeune fille de son âge dans ses cahiers intimes, et elle a aussi raconté les amours des habitants et des habitantes du village de Montmorillon. Il s'avère que sa sœur, qui peut-être était un petit peu jalouse, a dit à un jeune garçon qui voulait flirter avec Régine Deforges, mais dont elle ne voulait pas puisqu'elle était amoureuse d'une jeune fille de son âge. Et par vengeance, le garçon, qui a donc été destinataire de ses cahiers intimes, a lu publiquement le contenu du journal intime face à d'autres adolescents, d'autres adolescentes. Et des parents ont porté plainte, le curé de la paroisse s'en est mêlé. Et là, vous avez écouté un extrait qui marque à quel point ce viol, parce que Régine Deforges évoque un viol intellectuel, un viol de son intimité, lui a fait éprouver une immense solitude. Alors, il est intéressant de rappeler aussi que selon la hiérarchie des genres littéraires, les écrivaines pendant longtemps ont eu accès à un nombre limité de genres littéraires. Il y avait notamment le journal intime, la correspondance et l'attitude autobiographique, selon Christine Planté, professeure émérite de littérature française. Alors pourquoi ces genres uniquement? Puisque c'était des genres qui ne permettaient pas la publication et qui ne donnaient pas lieu donc à une reconnaissance publique potentielle. Ce qui est intéressant avec Régine Deforges, mais même avant elle avec notamment Anaïs Nin, qui a commencé un journal qu'elle a débuté à l'âge de 11 ans, c'est qu'elle met un genre traditionnellement réservé aux femmes et aux jeunes filles au service de la description de ses premiers émois amoureux, de la description aussi d'amours interdites, d'où le scandale suscité par cette transgression. Et avant de vous laisser la parole, parce que je vais vous laisser la parole, évidemment, je voudrais juste vous diffuser une partie du reportage qui donne à voir justement cet épisode traumatique à l'âge de ses 15 ans. Ça passe pas mieux. Nous entrons dans mon handicap. Alors là, on arrive sur une place, dans un endroit où je me réfugiais quand j'étais gamine, et qu'on avait été très méchant avec moi, où j'ai beaucoup pleuré. J'étais très malheureuse quand j'étais ici. Enfin, je venais là, je regardais ma garde. Là-bas, c'est la résidence où sont mes parents. Toute mon enfance, en tout cas, est là. On arrive devant l'institution Saint-Martial, où j'ai appris à lire à l'âge de 3 ans, où ils m'ont mise à la porte à l'âge de 15 ans. Et je suis toujours persona non grata
qu'ils n'ont pas voulu nous recevoir. Et je vais vous montrer l'entrée par laquelle nous passions. C'était cette petite porte-là. Je ne me sens pas bien, parce que vous savez, quand on est enfant, on est confronté à tant d'injustice, à tant de méchanceté, à tant de bêtises de la part des adultes. J'avais donc 15 ans, je tenais mon journal et il m'a été volé par des gamins de mon âge qui l'ont lu dans des cafés, etc. Et les parents de ces adolescents ont été très choqués, ont porté plainte et les gendarmes ont conseillé à mes parents d'essayer de récupérer le fameux cahier qui faisait litige. Parce que dans ce cahier, je racontais non seulement mes amours avec une fille de mon âge, mais également les amourettes des habitants. Ce qui fait que bon, on m'a obligé à brûler les cahiers restants. Et ça, je ne me suis jamais pardonné. À la suite de ça, les deux sœurs n'ont plus accepté de me recevoir à l'école, ma petite sœur et moi. Pas à l'école pendant un an, et aucun établissement de la région laïque ou privé. On nous montrait par là qu'il y avait des choses qu'on ne disait pas. Encore une fois, il fallait rentrer dans le moule ou mourir. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de la force de l'écriture. D'ailleurs, je l'ai écrit dans le cahier dans lequel je dis que c'est par les mots que j'arriverai à vivre, que c'est par les mots que je pourrais me venger, que ça, on les avait fait détruire une fois, mais que maintenant on ne les détruirait plus. Tout d'un coup, pourriez-vous, Camille et Julien, nous en dire un peu plus sur ce traumatisme d'adolescente? Est-ce que selon vous, ce traumatisme explique la vocation d'écrivain de Régine Deforme, mais aussi son combat pour la liberté d'expression? En quoi il conditionne en fait tout le reste de son itinéraire? Moi, je pense que l'épisode du cahier volé est fondateur pour la carrière d'écrivain de ma mère, mais je reste quand même persuadée que si il n'y avait pas eu ce cahier volé, elle aurait écrit quand même. Je pense qu'elle avait ça dans le sang, dans les tripes. Ça n'a fait que le cahier volé n'a fait qu'exacerber ce désir, mais je suis persuadée qu'elle aurait écrit malgré tout. Oui, parce qu'elle aimait la littérature, je crois qu'elle a commencé à lire très tôt. Oui. Elle était une grande lectrice dès son enfance. Exactement, c'était une lectrice boulimique qui était capable de lire de la poésie, des écrits religieux, des polars des années 50. Enfin, c'était une femme extrêmement éclectique dans ses goûts littéraires. Oui. Et je pense en tout cas que ça a été, je pense comme Camille, qu'elle était vouée à la littérature très tôt. La meilleure preuve, c'est que si on lui a volé un cahier, c'est bien qu'elle tenait un cahier. Ce n'est pas le cas de tous les enfants, donc elle a commencé à écrire très tôt. Je pense qu'elle aurait de toute façon continué à écrire. Mais cet épisode du cahier volé elle l'a vécu comme une injustice vraiment profonde. Et je crois que ça a été fondateur, pour le coup, de son travail d'éditeur. Je précise que Régine souhaitait qu'on dise éditeur, et non pas éditrice, parce qu'elle a été la première femme éditeur de France, et c'était comme une victoire pour elle sur cet univers très masculin, un peu machiste de l'époque. Toutes les maisons d'édition étaient dirigées par des hommes, et elle a été donc la première. Alors elle revendiquait en quelque sorte ce mot masculin d'éditeur à cause du contexte et des circonstances de l'époque. Ce que je voulais dire, c'est que s'il n'y avait pas eu l'épisode du cahier volé, peut-être qu'elle ne se serait pas intéressée d'aussi près aux textes que personne ne souhaitait publier, ou aux textes qui, au cours de l'histoire, se sont trouvés censurés. Et je crois que ça fonde en partie, ou en grande partie, son courage d'éditeur ou d'éditrice par la suite. Et elle a, quelquefois même, je raconte souvent cette anecdote, mais publié des textes
dont elle appréciait la qualité littéraire, autrement elle ne les aurait pas publiées, mais dont les idées allaient à l'encontre des siennes. Et je l'ai interrogée parfois sur ses raisons de publier des gens qu'à l'évidence elle ne pouvait pas aimer, en tout cas comme personne, même si elle en estimait le style. Et elle me disait non, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui est dit dans ce livre, je n'aime pas beaucoup cet auteur, mais je pense qu'il a le droit, il ou elle, a le droit de s'exprimer, et si moi je ne le publie pas, ou je ne la publie pas, personne ne le fera, donc je le publie. Et je crois qu'on ne peut pas ne pas lier ça à l'épisode du cahier volé. Tous les textes susceptibles d'être censurés, elle considérait comme un devoir de les donner à lire et de les donner à lire au plus grand nombre, en les publiant. Quelle que soit la valeur littéraire, d'ailleurs, parce qu'elle ne voulait justement pas se réfugier derrière l'argument de la valeur littéraire pour publier des ouvrages. Elle a souhaité que les livres dits érotiques soient considérés au même titre que la littérature policière, de ne pas utiliser la valeur littéraire comme un argument pour justifier. Selon vous, elle était attentive néanmoins à la valeur littéraire des textes. Oui, parce qu'elle disait ça, mais si on lit les livres de littérature dite érotique, parce qu'elle n'aimait pas beaucoup non plus les classifications, ni en littérature, ni dans la vie. Et elle disait ça, mais si on regarde d'à peu près la publication, enfin le catalogue de ces différentes maisons d'édition, elle en a eu 3 en réalité au fil du temps, on s'aperçoit que ce sont des textes qui présentent vraiment un intérêt littéraire, que ce soit Aragon pour le premier, le Conte d'Irène, que ce soit par la suite André-Pierre de Bandiague, dans la dernière maison d'édition, Hervé Guibert, par exemple, dont elle a publié le premier livre. Je crois quand même que, peut-être malgré elle, mais elle ne sélectionnait que des livres qui présentaient vraiment un intérêt aussi sur le plan littéraire. Mais le cahier volé, néanmoins, l'a paralysée en tant qu'écrivain, puisqu'elle a mis beaucoup de temps avant de s'autoriser elle-même à écrire. Il a fallu la rencontre avec Dominique Horry, dont le pseudonyme est Pauline Réage, puisque Dominique Horry est en réalité l'autrice d'Histoire d'eau sous le pseudonyme de Pauline Réage, et c'est Dominique Horry qui lui a donné envie, qui a levé en quelque sorte l'autocensure qu'il y avait en elle. Oui, parce que le premier livre publié par Régine Deforges s'appelle Oh m'a dit. Elle a donc interviewé Dominique Horry. Elles se sont vues à de nombreuses reprises. Régine a pris des notes, elle a enregistré des choses, etc. Et au bout d'un moment, au cours de l'élaboration de ce livre, qui est un livre d'entretien, Dominique Horry l'a convaincue qu'elle devrait elle-même écrire et ne pas seulement être là pour lui poser des questions, qu'il fallait qu'elle ose écrire. Et donc elle s'est sentie encouragée à... Enfin, écrire, elle écrivait déjà parce qu'elle a tenu un journal toute sa vie, Régine. Mais là, elle a osé publier un premier livre, et ce premier livre, c'est justement cette histoire du cahier volé. Alors revenons justement à cette ville de Montmorillon où tout commence. Votre frère Frank Spengler a évoqué en ces termes les sentiments ambivalents éprouvés par votre maman à l'égard d'une ville qui lui a fait tant de mal. Je cite, « Ma mère a tant aimé et tant haï cette ville. » Aujourd'hui, cette ville, elle est devenue une cité du livre. Il y a des relieurs, des enlumineurs, des bouquinistes. Il y a quelques semaines, une plaque commémorative a été inaugurée à l'adresse natale de Régine Deforges. Donc, j'aimerais savoir quel est le regard que portait Régine Deforges vis-à-vis de sa ville natale. Est-ce que ce regard a évolué au fil du temps? Et de même, quel regard porte aujourd'hui la ville de Montmorillon sur son œuvre, ses combats, comment tout ceci a évolué de part et d'autre? Alors la ville de Montmorillon a changé d'attitude vis-à-vis de ma mère il y a peu, parce que la municipalité est passée à gauche.
Donc il y a 10 ans, quand ma mère a disparu, avec mon frère et ma sœur, on voulait donner beaucoup de choses, beaucoup de ses effets personnels pour qu'il y ait un petit musée Régine de Forges à Montmorillon. Et la municipalité d'alors nous a fait comprendre qu'il n'en était pas question, parce qu'il faut quand même se rendre compte que l'histoire du cahier volé, c'est 1950. Donc, toutes ces années ont fait que certaines personnes à Montmorillon n'ont toujours pas oublié cette histoire. Ça paraît dingue, mais c'est vrai. Et là, cette année, quand nous sommes allés avec Julien pour le Festival du livre de Montmorillon, effectivement, le maire de gauche a eu des mots très justes et très touchants sur ma mère. Et effectivement, on a senti qu'elle était à nouveau persona grata pour la ville. Mais ma mère, en fait, moi quand j'allais en voiture avec elle à Montmorillon, dès qu'on s'approchait de la Vienne, du Poitou, je voyais qu'elle commençait à respirer et à être vraiment, vraiment contente. Et elle avait l'impression de revenir chez elle aussi, malgré tout. Et Franck a raison quand il dit c'était une histoire d'amour et de haine vis-à-vis de cette ville, mais je sais qu'elle l'a quand même beaucoup, beaucoup aimé. Pour prolonger, peut-être juste par une anecdote, ce que vient de dire Camille, au moment du tournage de ce film dont vous avez vu un extrait, alors que nous marchions, Régine et moi, dans Montmorillon, nous avons vu des gens claquer leur volet sur son passage. Et nous étions, sauf erreur, en 2006 ou 2007, je crois, au moment du tournage. Donc ça vous donne une idée de la rancœur et de la trace que cette histoire a laissée dans la ville. Elle était, pour des personnes de sa génération, encore considérée comme un personnage détestable. Une pornographe, et quelqu'un qui avait, même pornographe, ça vaut pour les gens qui lisent, mais là il s'agissait de personnes qui éventuellement étaient dans sa classe, etc., à l'école, à l'institution Saint-Martial, et qui se souvenaient très bien, et donc elle restait la rousse, la sorcière. J'ai entendu des gens l'appeler comme ça, parce qu'on avait cette idée que les rousses étaient aussi des sorcières. Mais j'étais sidéré de voir des gens fermer bruyamment leurs fenêtres ou bien replier leurs volets, comme on le voit dans l'extrait qui est passé, simplement parce que nous déambulions en conversant, Régine et moi. D'ailleurs, elle a écrit dans ses mémoires que si elle avait eu 15 ans au moment de la libération, elle aurait été tondue par les résistants de la dernière heure. Et elle a un regard extrêmement dur et en même temps lucide sur cette période de la libération et ces résistants de la dernière heure qui ont osé faire beaucoup de mal aux femmes en les tondant. Et donc c'est la phrase que vous voyez ici, j'aurais eu 15